Bonjour. Aujourd'hui, dans cette autre vidéo, nous allons proposer quelques pistes pour la sortie de crise en RDC. Vous savez, l'Est de la RDC est actuellement en proie à beaucoup d'instabilité, à l'action des groupes rebelles qui tuent et massacrent la population, qui est en train de faire, qui est en train de faire souffrir les populations à l'Est de la RDC. Le gouvernement central, c'est-à-dire de Kinshasa, actuellement n'arrive pas sérieusement à résoudre le problème à l'est du pays. Parce que, selon les dernières nouvelles, le M23, groupe rebelle du 23 mars, a déjà pris Goma, a déjà pris le nord Kivu, le sud Kivu. Et actuellement, les populations de la RDC sont en train de souffrir. Il y a eu un sommet, il y a de cela quelques jours, à Dar es Salaam, en Tanzanie, regroupant les chefs d'État de l'Afrique de l'Est et les chefs d'État ou bien le gouvernement de l'Afrique australe. Et des résolutions ont été prises. J'ai partagé avec vous ces résolutions dans une précédente vidéo. Mais ces résolutions à elles ne suffisent pas pour une bonne sortie de crise. Parce qu'il faut tenir compte de tout, de la psychologie des personnes, de la psychologie de la guerre, de la psychologie des forces en présence. Et je crois que si je fais cette proposition, c'est parce que les solutions de sortie de crise qui ont été proposées pendant le dernier sommet en Tanzanie à Dar es Salaam par le gouvernement ça ne suffit pas. Il faut leur proposer aussi quelque chose d'autre qui pourra permettre une vraie sortie de crise, un vrai arrêt des hostilités, un vrai arrêt de la guerre et une stabilité durable dans cette sous-région qui est une région très riche en minerais. Tantôt, on accuse le Rwanda d'être derrière le M23 pour l'exploitation. Tantôt, on accuse le Rwanda d'avoir des vérités expansionnistes, que le Rwanda veut une sécession, une division de la RDC pour occuper une partie de la RDC qui, pour cela, la justification, c'est simplement que le Rwanda est un petit pays de 26 000 km² et qu'il a besoin d'augmenter son territoire. Ça, c'est ce que pensent certains voisins de la... Mais je crois que dans le fond, cela parle peut-être parce qu'ils ne connaissent pas véritablement le Rwanda ou qu'ils ne connaissent pas peut-être véritablement Paul Kagame. Mais nous, ici, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons faire ressortir quelques pistes pour la sortie de crise en RDC, en tenant compte de tout ce qui se passe sur le terrain, en tenant compte des vérités sur le terrain. Donc voilà, nous allons commencer. Nous allons commencer par une approche militaire. On va utiliser une approche militaire, une approche diplomatique, une approche économique et sociale et une approche politique. Donc voilà les approches sur lesquelles on va essayer d'apporter des contributions, d'apporter des solutions à notre niveau. Je précise, je suis enseignant et je voudrais, avant de commencer, je voudrais attirer l'attention. Les personnes m'ont taxé de Rwandais, les personnes m'ont insulté en me taxant de Rwandais, me disant que peut-être non. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsqu'on fait l'analyse d'une situation, on doit être froid. On ne doit pas avoir de parti prise. On doit reconnaître ce qui est fait ou bien les forces en présence. On doit être capable de juger, de connaître le véritable niveau, de dire ce qui blesse même parfois, ce qui peut nous blesser nous-mêmes, mais on est obligé de le dire comme ça. Donc, il ne s'agit pas de soutenir ou de... Je vous ai dit, je ne peux pas soutenir un groupe rebelle. Je ne pourrai jamais. Je ne peux pas soutenir une rébellion. Parce que, selon moi, il y a d'autres moyens. Le dialogue est le meilleur moyen. Il y a d'autres stratégies qu'on doit utiliser. Et ici, il faut tenir compte de tout. Il faut tenir compte de tout. Et les gens qui souffrent le plus souvent, ce sont les populations. Donc, on va commencer. On a dit... commençons par la stratégie militaire. Lorsque je parle de la stratégie militaire, il ne s'agit pas ici d'intensifier la guerre ou bien de faire en sorte de chercher à peut-être écraser ou bien de chercher à tuer. C'est que ça sera un grand théâtre de massacre. C'est que on ne va pas réussir à résoudre le problème. Donc, la solution militaire ici consiste en quoi? C'est de ça qu'on va parler tout maintenant. Donc, parmi les solutions qu'il va apporter, il y a les solutions immédiates, les solutions à moyen terme et les solutions à long terme. Donc, concernant les stratégies militaires et sécuritaires, d'abord, dans un premier temps,
la RDC doit chercher à mieux former et à mieux équiper son armée et sa police. Bien former, mieux équiper son armée et sa police. Parce que étant mieux formés et mieux armés, ils pourront facilement faire face aux différents groupes rebelles qui veulent s'installer ou aux différents désordres qui peuvent vouloir s'installer en RDC. Toujours en ce qui concerne les stratégies militaires sécuritaires, il doit y avoir un nettoyage à l'intérieur de l'armée. Parce qu'on sait qu'il y a des chefs militaires, des représentants qui sont corrompus et qui ont parfois des velléités avec les groupes rebelles, qui ont des intérêts dans les groupes rebelles ou qui ont parfois leur propre groupe rebelle qu'ils ont créé. Et cela fait que tant que ces gens-là sont là, tant que ces gens-là se trouvent dans l'armée, ils ne pourront pas avoir une véritable paix. Ils ne peuvent pas être d'accord pour qu'il y ait la paix, étant donné qu'ils gagnent de l'argent grâce à la guerre. Donc, il faut retirer ces personnes-là, retirer les collusions, c'est-à-dire faire disparaître les collusions à l'intérieur de l'armée ou au sein de l'armée ou au sein de la police. Ici aussi, toujours comme solution en ce qui concerne la stratégie militaire sécuritaire, on peut proposer le déploiement d'une force africaine crédible ou une force sous-régionale crédible. Ça peut être, par exemple, l'organisation de l'Afrique de l'Est, des pays de l'Afrique de l'Est, ou encore l'organisation des pays de l'Afrique australe. Donc, cette organisation qui doit être crédible, on doit faire venir une force d'interposition qui va venir faire en sorte que la zone soit stabilisée. Là, on peut dire que ça, c'est une solution à court terme, mais il faut qu'elle soit crédible. Il faut qu'elle soit crédible, cette force-là d'intervention. On doit aussi proposer, parmi les propositions, il y a aussi le contrôle des frontières. Ici, comme proposition, l'armée, la RDC, doit protéger ses frontières grâce à son armée pour empêcher aux groupes rebelles d'entrer dans son territoire ou de sortir. Et aussi, on parle de la contrebande. Je crois que si, par exemple, l'armée de la RDC contrôle sérieusement ses frontières, la contrebande va diminuer ou va drastiquement diminuer. Et comment? Parce que, en fait, il faut savoir une chose, c'est que c'est comme une synergie, c'est un ensemble de solutions qu'on apporte. Il ne faut pas une sans l'autre, il faut que ça soit comme une synergie. Toutes ces solutions doivent être apportées au même moment. Donc si par exemple la RDC réussit à contrôler ses frontières, déjà ça va empêcher au groupe rebelle d'y pénétrer, ça va diminuer autant que possible le trafic, c'est-à-dire par exemple l'exploitation, la contrebande, c'est-à-dire des minéraux, l'exploitation des minéraux par contrebande, c'est-à-dire le transport par contrebande, en passant soit par le lac Kivu, soit par exemple la terre. Vous savez qu'il y a plusieurs frontières, la frontière aérienne qui est l'aéroport, il y a la frontière terrestre et la frontière maritime. Les frontières terrestres, ce sont les barrières au niveau du sol. Les frontières maritimes, ce sont les ports ou les mini-ports. C'est-à-dire la limite entre l'eau et la terre. C'est ça une frontière maritime. Donc la République démocratique du Congo doit donc faire les efforts pour renforcer son armée au niveau de ses frontières. Et aussi, comme autre solution, c'est une solution qui sera même la plus importante en ce qui concerne la stratégie militaire et sécuritaire. C'est renforcer le système de renseignement. Si le renseignement fonctionne correctement, c'est-à-dire le renseignement, parce que vous devez savoir une chose, c'est qu'en ce qui concerne le renseignement, il y a les services de renseignement militaires et aussi les services de renseignement civils. C'est-à-dire il faut renforcer sérieusement ces services de renseignement parce qu'en fait, pour mieux agir, il est important de mieux connaître, de mieux comprendre. Parce que tant qu'on a des données qui ne sont pas justes, on ne peut pas réussir à agir de façon convenable. Donc si par exemple la RDC a un très bon système de renseignement, soit militaire, soit civil, alors il sera renseigné à tout moment et à chaque instant sur les traversées au niveau des frontières. Vous devez savoir qu'au niveau de l'Est de la RDC, il y a un très grand beaucoup d'échanges entre la RDC et le Rwanda et entre la RDC et l'Ouganda. Parce que les produits agricoles, l'Est de la RDC est principalement nourri par le Rwanda.
en termes des produits agricoles. Donc, si par exemple, il ne s'agit pas ici d'empêcher ces échanges entre les populations qui ont toujours... Vous savez que, en fait, la colonisation est venue diviser les peuples qui étaient autrefois unis. Donc, il y a les Tutsis congolais, il y a les Tutsis rwandais, il y a les Hutus congolais, les Hutus rwandais. Et les frontières ont été faites de façon arbitraire. C'est la raison pour laquelle un même peuple peut se retrouver sur deux côtés d'un même territoire. Donc, nous allons passer maintenant à la solution diplomatique et les pressions internationales. Donc, ça, c'est une deuxième proposition pour les pistes comme piste pour les sorties de crise pour le problème en RDC. Donc, nous pouvons mettre fin au soutien étranger. Donc, en fait, si on suppose qu'il y a des groupes armés qui sont soutenus, on doit voir dans quelle mesure mettre fin à ce soutien-là en exerçant les pressions au niveau international sur les pays qui soutiennent ces groupes armés. On doit mettre la pression ou créer même des embargos contre ces pays-là. C'est vrai que parfois en créant ces embargos, c'est des gens qui souffrent le plus, c'est sa population. Et là, c'est encore chercher à créer le désordre dans l'autre pays parce que lorsque la population se rebelle, lorsque la population a faim, il y a de fortes chances qu'elle se retourne contre son dirigeant. Et l'embargo n'a pas un effet positif sur ces populations. Donc, il faut voir donc comment restreindre l'aide à ces pays-là pour les contraindre à respecter donc, la souveraineté d'un autre pays ou d'un pays voisin. Ça, c'est la première. Nous pouvons encore impliquer les grandes puissances. Ces grandes puissances diminuent les aides qu'elles apportent constamment à ces pays qu'on a tendance à penser qui soutiennent les groupes rebelles en RDC. S'ils diminuent ces grandes puissances peuvent les contraindre ces pays-là à respecter la souveraineté de la RDC. Donc on peut impliquer par exemple l'ONU, on peut impliquer l'Union africaine. Maintenant, il y a aussi des négociations régionales. On peut relancer et renforcer le dialogue avec les pays voisins pour la coopération sécuritaire et économique. Donc renforcer la coopération avec avec les pays voisins, relancer la coopération et renforcer cette coopération-là, soit la coopération économique, soit la coopération sécuritaire. C'est-à-dire, et quand il parle de la coopération sécuritaire, c'est les échanges des informations, c'est par exemple aussi parfois le soutien mutuel au niveau des frontières, c'est-à-dire chaque pays doit accepter de ne pas accepter doit accepter de refuser les groupes rebelles dans son territoire qui peuvent permettre de déstabiliser notre pays. Parce qu'en fait, ce qui crée parfois ce désordre au niveau des frontières, c'est qu'il y a un pays qui habite les rebelles de l'autre pays. Et ça pose un sérieux problème. Donc voilà par exemple c'est une proposition. Et puis maintenant, troisième proposition, il y a les réformes économiques et gestion des ressources naturelles. On doit mettre fin au pillage des ressources. Vous savez, la plupart du temps, on dit le monde a horreur du vide. C'est-à-dire, en fait, le problème c'est quoi? C'est que c'est au gouvernement de Kinshasa d'organiser par exemple l'exploitation minière. C'est au pouvoir de Kinshasa de le faire, ce n'est pas la population. Et il faut savoir une chose, c'est que les minerais ou les carrières sont exploités de deux façons. Soit de façon artisanale, soit de façon industrielle. Quand je parle de façon industrielle, il y a la façon semi-industrielle ou industrielle. Voilà les deux façons dont les minerais sont exploités. Or, la plupart du temps, ces populations qui sont pauvres sont obligées, de se battre, de se débrouiller de façon artisanale parce que les quantités sont souvent très faibles. Mais ce sont des personnes disposant de gros moyens ou des puissances étrangères qui s'exploitent, qui peuvent faire des extractions en très grande quantité et parfois alimenter la contrebande. Parce que ces grandes puissances qui sont dans ce pays-là achètent directement. Il faut donc avoir un contrôle sur l'achat, les différents points d'achat des minéraux comme le coltan, le cobalt, le lithium ou l'étain ou l'or. Il faut avoir des contrôles sur ça et avoir un service de renseignement poussé pour avoir l'information nette et sûre
sur les différentes failles qui peuvent exister. Et pour cela, il faut avoir des hommes de confiance, avoir une armée bien formée, comme on a dit tout à l'heure, avoir des personnes, soit dans le renseignement civil ou le renseignement militaire, bien formées aussi. Donc, créer des emplois locaux. On doit créer des emplois au niveau local. Encourager par exemple la formation des GIC, c'est du groupe d'initiation commune, ou encore des coopératives. C'est-à-dire faire en sorte que les populations qui sont au niveau local, dans les localités, aient des emplois. Soit en créant des petites industries, soit par exemple, il faut faire absolument qu'ils aient le travail pour limiter leur, par exemple, utilisation par les groupes rebelles. Parce qu'un jeune qui n'a pas un emploi, il y a de fortes chances qu'il soit facilement attiré parce qu'il faut se nourrir, il faut nourrir sa famille. Il y a de fortes chances qu'il soit attiré par les groupes rebelles. Donc en créant par exemple des emplois locaux pour ces jeunes, pour ces personnes-là, pas seulement les jeunes, pour toutes ces personnes qui se trouvent dans ces régions-là, ça va diminuer considérablement ou ça peut faire éradiquer ce phénomène de milice ou d'instabilité à l'est de la RDC. Maintenant aussi, on peut valoriser l'agriculture et l'industrie locale. On peut valoriser l'agriculture et l'industrie locale. Pour cela, il faut d'abord former sa population sur les utilisations des nouvelles techniques agricoles. Parce que si un citoyen congolais compare par exemple l'argent que gagne un agriculteur et l'argent qu'il va gagner et qui constate que l'agriculteur souffre beaucoup pendant que celui qui fait l'exploitation minière gagne plus, il aura tendance à abandonner l'agriculture pour aller faire l'exploitation minière parce que chacun veut mieux gagner sa vie, chaque personne veut mieux être. Donc voilà. Et c'est donc la raison pour laquelle il faut faire en sorte que ces populations ne soient pas tentées par le fait de retourner. Donc, il faut faire en sorte qu'il y ait des modèles qui aident les moyens, les modèles de personnes qui soient riches et que le pouvoir de Kinshasa peut soutenir de façon durable les agriculteurs. Pour cela, il faut les donner des machines, pouvoir travailler au champ. Il faut faire en sorte qu'ils aient des emplois décents, les aider avec les techniciens, les aider avec les ingénieurs et les donner même peut-être des semences pour encourager les personnes à se lancer et encourager les personnes à créer leurs entreprises au niveau local en agriculture. Et aussi à transformer, parce que vous savez que l'agriculture en elle-même, c'est la transformation qui donne plus d'argent que le vente. C'est-à-dire, lorsqu'on fait une production primaire, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent comme la production secondaire ou encore le tertiaire. Parce que le primaire, c'est matière brute. Secondaire, c'est transformation. Tertiaire, c'est la vente. Donc voilà, on va voir le quatrième point. Le quatrième point, c'est la réconciliation et la cohésion sociale. Pour la réconciliation, il faut d'abord un désarmement, démobilisation et réintégration, DDR. Donc, pour offrir des alternatives aux rebelles, il faut les permettre de se réintégrer. Mais beaucoup de Congolais voient cela comme une menace pour leur pays parce que déjà, cela s'est fait dans le passé, mais ça n'a pas eu de résultats probants. Et actuellement, si l'EDR ne marche plus trop, c'est-à-dire désarmement, démobilisation et réintégration, ça ne peut pas trop bien marcher. Mais en fait, il faut toujours trouver des solutions parce que ces personnes ne peuvent pas se vouloir du mal à elles-mêmes. C'est-à-dire si par exemple on doit les réintégrer, il faut les envoyer sur un endroit, il faut mieux faire en sorte qu'ils aient un niveau de vie acceptable, faire en sorte qu'ils se sentent intégrés, faire en sorte qu'ils se sentent à 100% congolais comme les autres. Donc pas créer peut-être des distances entre le Congolais de souche et eux, ou bien entre ceux qui n'ont pas pris les armes et ceux qui ont pris les armes. Donc ça va encore venir faire en sorte que cela puisse durer, que par exemple ces conflits-là ou ces désordres-là puissent continuer à perdurer dans la région de l'Est de la RDC. Donc il faut aussi installer une justice et réconciliation, c'est-à-dire ce qu'on appelle une justice restaurative c'est-à-dire une justice restaurative et même peut-être aussi une justice réparative si possible. Parce qu'une justice restaurative, c'est une justice qui va permettre par exemple la résolution d'un conflit dans laquelle par exemple chaque partie demande pardon et que les personnes se réconcilient à la fin. Ça, c'est une justice restaurative, c'est-à-dire faire en sorte qu'on tienne compte de l'aspect psychologique de l'être humain.
Et une justice réparative, c'est une justice qu'à la fin. C'est-à-dire, c'est une résolution de conflit à la fin, le coupable va dédommager celui à qui il a offensé. Voilà une justice réparative. Donc, il faut là tenir compte de l'aspect psychologique et faire en sorte que ceux qui ont été offensés, ceux dont les maisons ont été brûlées, détruites, ceux qui ont perdu parfois, il faut voir comment les aider ou les soutenir. Bon, on va aussi parler de l'autonomisation des communautés locales. Il faut me donner une partie du pouvoir aux communautés locales pour qu'elles puissent s'auto-gérer, pour qu'elles soient capables de se gérer elles-mêmes. C'est-à-dire ces communautés locales. Il faut les permettre à elles de s'auto-gérer. Et là, par exemple, franchement, c'est quelque chose de trop bien. Donc, on va donc maintenant voir un cinquième point. Le cinquième point concerne l'implication des Congolais eux-mêmes. Donc, ici, on peut parler de la mobilisation citoyenne, la société civile, les églises et les leaders locaux doivent s'engager dans la paix. C'est-à-dire, ils doivent laisser les égoïsmes personnels et soutenir la paix. C'est vrai que au niveau de la RDC actuellement, il y a une initiative qui est prise par le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Mais ça ne suffit pas. L'approche n'est pas bonne. L'approche qu'il utilise n'est pas bonne parce que c'est une approche plus autoritaire qu'une approche constructive. Il menace tout le monde. Et les gens vont soutenir avec la peur et ce n'est pas bon. Renforcer dans le renforcement de la paix, lutter contre la corruption et les injustices sociales, améliorer la gouvernance et restaurer la confiance des populations dans les institutions. Mais, après avoir dit tout ça, après avoir apporté toutes ces solutions, est-ce que l'une des meilleures solutions ne serait pas soit une solution politique? Parce que la solution politique consisterait par exemple à faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle le fédéralisme, c'est-à-dire créer par exemple des États fédéraux, faire en sorte que l'Est de la RDC soit un État fédéral. Là, ça va pousser les populations à s'engager véritablement dans la gestion. Ils vont se sentir concernés par le pouvoir, par la gestion de leur communauté et de leur région. Ils vont plus se sentir marginalisés. On va tenir compte de leur présence, on va tenir compte d'elles, cette population-là, au niveau national. Et ça va les permettre de mieux se gérer et d'avoir plus de moyens pour pouvoir s'auto-gérer. Mais le problème, c'est que, comment on va donc, si on crée dans un système fédéral comme ça, le fédéralisme, ça a aussi ses inconvénients parce que, ici, il faut savoir une chose, c'est que le fédéralisme a aussi ses inconvénients. Dans les régions qui sont pauvres, comment vont-elles faire? Et aussi, ça peut créer, par exemple, la possibilité, cela peut donner la possibilité à un État de se balkaniser, c'est-à-dire de se séparer pour soit créer son indépendance, soit se relier aux pays voisins. Voilà l'inconvénient. Mais si on a un pays fort, si on a un patriotisme fort, si on sait développer véritablement en tenant compte de l'aspect psychologique, en tenant compte de l'aspect social, en tenant compte de tous les aspects possibles, alors on n'aura pas peur d'avancer. On n'aura pas peur de la balkanisation, on n'aura pas peur de la séparation, de la division. On va foncer, on va apporter la solution et on verra ce que ça va donner. Abonnez-vous et partagez. On se voit prochainement. Inch'Allah.